L'actualité de ce dimanche 28 octobre, le Premier ministre est toujours dans le Kakandé. Dr Ibrahima Kassori Fofana fait le tour de quelques installations minières pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Adi Kamara sera dans ce journal pour nous faire le point. Santé, une marche contre la poliomyélite. La première dame de la République, Adja Diané Condé, entourée des membres du Rotary Club de Conakry et de la Fondation Prosmi, a marché ce dimanche du carrefour d'Onka au Palais du Peuple pour sensibiliser contre la polio. Enfin, dans la rubrique en 60 de la Guinée, l'on vous parle ce soir du patrimoine forestier guinéen, hérité de la colonisation et surtout des dangers qui le guettent, notamment l'avancée du Sahel. C'est tout pour les titres. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, Dr Ibrahima Kassori Fofana a visité un certain nombre de sociétés minières évoluant à Boké. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est allé voir l'état d'avancement de leurs travaux tout en s'assurant du strict respect du contenu local. Adi Kamara et Kaba Souma nous font le point. Boké, zone économique spéciale baptisée selon les orientations du président de la République, professeur Alpha Condé. C'est là, eu égard aux nombreuses potentialités qu'offre la zone dans le domaine des mines, de l'agriculture et du commerce. Ici, nous sommes à Sougebouni, dans la sous-préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké, où la SMB est installée. La société est d'une importance capitale. Elle nous aide à aménager nos champs et elle nous amène aussi des vivres. Ici, la société UMS évolue selon le nouveau code minier guinéen établi par le gouvernement. La tuyauterie, les engins roulants et autres machines qui permettent de perforer tournent à la satisfaction des ingénieurs de la société. Ici, vous êtes dans le port d'Apilon, où quand nous prenons la bauxite au niveau de la mine, c'est là où on vient de verser. En même temps, eux, ils récupèrent pour mettre dans les barges et ils transportent sur le navire en pleine mer. Donc, on est en chantier. Progressivement, il y a beaucoup de plans à faire ici. On pense encore faire un port commercial. Les sites miniers de Boké déjà aménagés par les sociétés appuient sur l'accélérateur pour atteindre les objectifs assignés. Ici, ce sont les installations de la société Winning. C'est de cette façon qu'on peut vraiment intégrer la chaîne des valeurs et approprier le développement minier par les Guinéens et pour les Guinéens. L'État aide la société guinéenne à construire des partenariats avec les étrangers pour que cette production stockée puisse être enlevée dans des conditions transparentes de prix mondial. Ça, c'est une première. Donc l'État aide tous ceux, comme vous voyez, Winning Company. C'est peut-être leur premier client. Mais il pourrait y avoir d'autres, ils sont à la recherche d'autres. Et le gouvernement les appuie dans la recherche d'autres. De ce côté, c'est la base vie de la Guinéenne des mines, une société essentiellement locale. Ici, les travailleurs expriment leur satisfaction par rapport à la mise en place de cette compagnie minière. La Guinéenne des mines est la toute première compagnie minière 100% guinéenne. De ses actionnaires à ses ouvriers, en passant par ses ingénieurs et autres administrateurs, tous sont guinéens et produits du système éducatif guinéen. GDM a obtenu son permis d'exploitation en 2018. La sous-préfecture de Malakouya, dans Boké, est notre périmètre actuel d'opération. GDM, nous y avons effectué des investissements en vue d'aboutir à la découverte d'un gisement de bauxite économiquement rentable. Et le 1er février 2018, notre compagnie a exporté et mis sur le marché international sa première tonne de bauxite. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est réjoui de la détermination des investisseurs nationaux à développer le secteur des mines en Guinée. Comme nous l'avons toujours dit, que dans cette trajectoire
vers une croissance à des chiffres, Bokeh est le levier de croissance absolument primordial dans cet axe. Je voudrais vous donner l'assurance du gouvernement et vous confirmer l'engagement du président de la République de vous appuyer de toutes les forces pour que le premier champion que vous êtes inspire et guide les pas de bien d'autres Guinéens. C'est de cette façon qu'on peut construire une économie prospère qui profite à l'ensemble des Guinéens. Cette autre vision économique du professeur Alpha Condé, président de la République, est à saluer et accompagnée par tous les Guinéens, car son objectif est de promouvoir tous les secteurs clés du développement, mais cela ne sera possible que dans un climat apaisé et avec le concours de tous les Guinéens. Le Premier ministre a également procédé ce matin au lancement à Bofa des travaux de construction des infrastructures industrielles du projet Chalco. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le vice-président du Conseil économique et social de Chine est en Guinée à la tête d'une forte délégation. Il a eu des entretiens avec les membres du Conseil économique et social guinéen, des entretiens axés sur les relations entre les deux institutions depuis l'an 2000. Yaya Silla. Le vice-président du Conseil économique et social de la Chine conduit une forte délégation de son institution à Conakry. Il vient renforcer et redynamiser les relations de coopération entre le CES de Guinée et le Conseil économique et social de la Chine. Les premiers entretiens portent sur le mémorandum élaboré en 2016 en Chine lors de la dernière rencontre entre les deux institutions. Cette coopération multidimensionnelle s'est progressivement développée à l'avantage de nos deux pays. Nos deux chefs d'État continuent d'impulser de nouveaux souffles à cette relation. La délégation chinoise se dit satisfaite des échanges avec les conseillers guinéens. Les deux parties ont magnifié l'excellence de coopération entre Conakry et Pékin. Une coopération qui date des premières heures de notre indépendance. Madame la Présidente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos deux conseils ont beaucoup travaillé pour resserrer les liens d'amitié entre nos deux peuples. Au terme des entretiens, un protocole d'accord sera signé entre les deux institutions. Ce samedi, la mission du Conseil économique et social chinois a eu des entretiens avec plusieurs autres personnalités guinéennes. La poliomyélite est une maladie grave dont la lutte nécessite une synergie d'action. À propos, une marche de sensibilisation a été organisée ce dimanche même par le Rotary Club de Conakry et la Fondation Prosmi. Parmi les marcheurs, la première dame de la République, Adja Djene Kondé. Reportage Maurice Sidibé, Mangamori Kamara. Au milieu de ces marcheurs, la première dame de la République, championne de la vaccination, la présidente de la Fondation Prosmi et les Rotariens ont choisi la matinée de ce dimanche pour sensibiliser toutes les mères sur la nécessité de faire vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite dans le pays. Du rond-point de Donkan passant par l'autoroute Fidel Castro jusqu'au palais du peuple, une seule détermination, un seul objectif, vaincre définitivement la poliomyélite dans le pays. La marche que nous venons d'achever symbolise notre soutien et notre solidarité envers les personnes vivant avec le handicap de la polio. Et surtout le droit des enfants de 0 à 5 ans et à net d'être vaccinés et ainsi protégés des poliovirus sauvages. C'est un peu compliqué pour les mamans, car la majorité en Guinée des mamans ne sont pas instruites, elles ne sont pas alphabétisées, donc elles ne peuvent pas savoir l'importance de la vaccination. Donc je fais appel à la population guinéenne. J'espère que cette année nous allons vaincre définitivement, je dirais enfin, cette maladie. Autrement, pour les années qui suivent, je voudrais un mouvement populaire pour cette marche. Parce que là, nous sommes entre institutionnels et personnes averties. Il faudrait qu'on passe le mot à toutes les mamans de Guinée dans les régions
il n'y a pas que Conakry, pour qu'elle soit sensibilisée à cette marche une fois l'année, pour dire que c'est bon d'être sur les deux pieds, donc évitons l'handicap à nos enfants. Cette marche de sensibilisation est initiée par le Rotary Club de Conakry à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Depuis 2015, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été détecté dans le pays. Par contre, la surveillance à base communautaire reste encore faible dans certaines localités. La dernière évaluation indépendante du plan de riposte contre la poliomyélite a confirmé l'interruption, la transmission de la poliomyélite en Guinée. Ces progrès ont été accomplis grâce à l'engagement politique du gouvernement du professeur Alpha Condé. Je demande à tout le personnel de la santé de poursuivre les efforts en cours en vue de l'éradication prochaine de la poliomyélite en Guinée. Pour que la poliomyélite devienne définitivement une maladie du passé, chaque famille, chaque communauté, chaque nation doit atteindre et maintenir un niveau élevé de couverture vaccinale antipoliomyélitique. Ceci demande un système de santé et une vaccination de routine robuste. Cette marche de sensibilisation est un signe de concrétisation de l'engagement de la Guinée à adhérer aux initiatives mondiales d'éradication de la poliomyélite, une maladie qui entraîne la paralysie chez les enfants. Des hommages aux pionniers du mouvement associatif en Guinée. C'était à l'occasion de la Journée nationale des ONG célébrée le 25 octobre. C'est une action du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Bernard Tondino, reportage. Ce 25 octobre, Journée nationale des ONG, le REFMAP a choisi de rendre hommage aux pionniers de l'associationnisme en Guinée. Au cours de cette rencontre, les efforts de plusieurs cadres guinéens sont vantés pour leur engagement dans le combat pour la promotion de la vie associative en Guinée. Dans le cas des ONG, tout le monde se rappelle ce que Ben Sekou Sylla a fait pour le mouvement associatif dans ce pays-là, en tant qu'organisation non gouvernementale, mais ce que M. Alassane Condé également a fait du côté de l'État, parce qu'il était le secrétaire d'État à l'époque à la décentralisation, et il a contribué à mettre en forme les textes juridiques qui ont permis l'éclosion du mouvement associatif guinéen. En cela également, des contributions particulières comme celle du ministre Kiridi Bangoura, qui a également aidé en tant que responsable du ministère de l'Intérieur à formater ce que nous agitons aujourd'hui comme avancée dans le domaine de la démocratisation dans notre pays. Cette 27e édition de la Journée nationale des ONG est également l'occasion de passer en revue les acquis et les faiblesses des organisations non gouvernementales dans le pays. En dépit de nombreux résultats enregistrés dans le développement communautaire, les ONG sont aujourd'hui sur le point de perdre leur crédibilité à cause de leur multiplicité et leur inaction sur le terrain. Une situation qui devrait être corrigée avec de nouveaux instruments juridiques. Nous sommes en train de finaliser les réformes juridiques. La loi L13 qui régit le fonctionnement des ONG et la loi L14, le fonctionnement des coopératives, sont en cours de révision, en finalisation presque. Donc cette loi définit tout et ça nous permet, quand ça va être adopté lors de la prochaine session parlementaire des lois, ça nous permettra, ça facilitera la tâche non seulement au CEPOMA mais aussi à sa démembrement, mais également les ONG. Cette journée s'est soldée par la formulation d'une série de recommandations pour la redynamisation de la vie associative. Il s'agit notamment de la révision du statut du service national de promotion du mouvement associatif, la vulgarisation du cadre juridique relatif aux ONG et la formation des acteurs des organisations non gouvernementales.
Nous vivons actuellement dans un monde interconnecté, accessible en un clic sur nos téléphones ou encore nos tablettes. Par contre, il y a des messages diffusés qui vont plus loin, trop loin même, et tout cela n'est pas sans danger. Il y a quelques jours, des publications incitant à la violence dans notre pays ont envenimé le réseau social Facebook. Mais que prévoient les lois guinéennes pour traquer les auteurs des messages de haine sur la toile? De jeunes activistes ont abordé le sujet avec un professionnel de l'information. Mamadou Saliouba. Depuis quelques jours, des vidéos et des publications enveniment le réseau social Facebook. Préoccupés, ces jeunes activistes échangent avec un professionnel de l'information et de la communication sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook. Sur les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas le même esprit, le même cœur, tout le monde n'a pas le même patriotisme, le même calme. Donc c'est beaucoup de choses qui se racontent là-bas, comme les fake news, comme les comportements d'insolence, de violence, d'attaque à la vie privée, mais aussi d'appel à la rébellion. Il est temps de prendre les dispositions pour surveiller les réseaux sociaux. On sait que les médias sont surveillés par la haute autorité de la communication, les radios et la télé, mais sur les réseaux sociaux, c'est une pagaille, c'est très dangereux pour une nation. Après plusieurs jours d'échanges sur les méfaits et les avantages des réseaux sociaux, ces jeunes activistes sont outillés sur l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent nuire, mais aussi peuvent faire la promotion de l'homme même. Donc, et moi, tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est pour faire la promotion de ce que nous faisons, mais faire la promotion de la Guinée, la culture guinéenne. Pour traquer les auteurs des messages de haine sur la toile, la Guinée a adopté une loi sur la cybercriminalité. Également, il est créé l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques pour protéger les usagers de l'Internet. Protection sociale des migrants à Zérékoré, des intervenants sur la protection des migrants vulnérables bénéficient d'une formation. C'est une option du projet Fonds fiduciaire de l'Union européenne. C'est pour renforcer les connaissances et les compétences techniques de ces acteurs. Le point avec Moussa Bangoura et Mohamed Salioupaï. La question migratoire reste l'une des problématiques majeures en Guinée. Sa gestion se pose comme un défi pour les autorités et leurs partenaires. Sur une prévision de 2000 migrants attendus cette année, le pays enregistre à l'heure actuelle 11 600 migrants retournés, parmi lesquels 1600 sont issus de la région forestière. D'où cette formation pour faciliter l'intégration socio-économique des migrants retournés dans la ville de Zérékoré. Tout d'abord, vous allez faire des restitutions au niveau de vos collaborateurs, de vos collègues, dans vos différentes préfectures respectives, et que la qualité aussi de la prise en charge de la question migratoire, mais aussi des problèmes psychosociaux, seront nettement améliorés au vu notamment de toutes les informations, de toutes les thématiques que vous avez abordées au cours de ces 3 jours de formation. Il faut que nos jeunes sachent que le bonheur, c'est ici. Leur avenir se trouve en Guinée, en République de Guinée. Ils doivent s'y mettre, ils doivent suivre les consignes pour avoir une parfaite réussite dans la mise en œuvre et qu'eux-mêmes puissent s'intégrer dans cette réintégration qu'on leur propose. Cette rencontre permet de renforcer les connaissances et compétences techniques de ces formateurs afin d'analyser les problèmes psychotraumatiques rencontrés chez les jeunes durant leur voyage. Les participants vont aussi apprendre comment briser la stigmatisation dont souffrent certains depuis leur retour au bercail. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes à ce stade, mais d'ici demain, d'ici après-demain, nous allons essayer de freiner l'élan des migrants vers des zones où ils pensent que c'est l'Eldorado, alors qu'en réalité, le bien-être c'est ce soir. L'objectif est de mettre en place un réseau national de spécialistes compétents en matière de protection des migrants guinéens de retour au pays.
Pas très loin, dans la sous-préfecture de Yandémi-Limou, préfecture de Kissidougou, sont lancés 61 micro-projets. Ils sont conçus dans le cadre des filets socioproductifs et ils vont être mis à la disposition des ménages vulnérables des districts de 9 préfectures de notre pays. C'est la phase 3 des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre dont le but est de réduire considérablement la pauvreté en Guinée. Abdul Karim Kamara. Au pied du mont Limban, Yandémi-Limou, village fondé en 1865. Ici, ce regard larmoyant du rocher est une tradition. Chaque matin, les 21 000 âmes de la localité s'en inspirent pour l'union sacrée contre la pauvreté. Au fil des ans, les efforts sont payés. Aujourd'hui, 98 ménages vulnérables du village se frottent les mains. Grâce aux filets socioproductifs, ils bénéficient de micro-projets assortis de la 3e phase des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre. Ça nous a trouvés dans un état de pauvreté. Et d'après toutes les informations reçues par le père éducateur, tout le monde est ébahi de joie, car vraiment nous constatons maintenant que très bientôt nous allons s'en sortir de la pauvreté. À travers cela, nous avons un plan pour améliorer la situation familiale, ensuite aider nos enfants à ce qu'ils aillent à l'école dans les meilleures conditions. En tout, 69 districts issus de 9 préfectures de la Guinée sont concernés. Plus de 6 000 emplois temporaires seront créés. Il s'agit de l'entretien des pistes rurales, de l'assainissement de ces localités et de la réalisation des DALO. Au terme de 60 jours d'activité, chaque bénéficiaire recevra 1 800 000 francs guinéens. Si vous offrez du travail à ces ménages-là, vous leur donnez un salaire. Ils vont utiliser l'argent reçu sans pour autant pousser des réflexions. Donc, ces mesures d'accompagnement que nous proposons à ces communautés, c'est pour les amener, à mieux utiliser leur argent, c'est-à-dire quoi? À travers l'un des thèmes par exemple que nous dispensons, qui est l'éducation financière, où on leur parle de budget, et où on leur dit de réfléchir plusieurs fois avant d'effectuer une dépense. Donc à travers cela, vous voyez déjà l'importance de ces mesures d'accompagnement. Cette phase est marquée par 2 événements essentiels. Tout d'abord, c'est le fait que les paiements se feront par téléphonie mobile. L'autre action phare, c'est l'identification biométrique de cette population. Parce que l'un des facteurs de maintien de la population dans la marginalisation, dans l'exclusion, c'est l'anonymat. Les personnes sont insuffisamment identifiées. Or, à travers cette phase, nous allons procéder à l'enrôlement biométrique de 6 580 ménages qui vont pour la première fois disposer d'un support d'identification. 5 319 téléphones et des cartes SIM sont offerts aux chefs de ménage. Chaque ménage recevra son argent par la plateforme de transaction Orange Money. Les localités choisies par cette 3e phase sont situées dans les régions administratives de Farana, Kankan et Zérékouré. Et puis ici à Conakry, depuis le début des manifestations du 23 octobre dernier, 15 gendarmes ont été gravement blessés. Ils ont par la suite été reçus au niveau du centre médical de la gendarmerie numéro 3 de Matam et à l'hôpital Ignazdine. Suivez ce reportage de sergent Aboubakar Kamano de la presse militaire. Les gendarmes déployés ces derniers jours pour le maintien de l'ordre public à Conakry payent encore un lourd tribut. 15 d'entre eux ont été gravement blessés lors des récentes manifestations organisées par l'opposition. Ils sont reçus au centre médical de la gendarmerie numéro 3 de Matam et à l'hôpital Ignazdine. Il y avait 4 qui étaient dans un état grave. Sur les 4 cas graves, on a pu gérer 2 cas ici. Et les 2 autres, on les a évacués au CMCA du Békigé. Vu d'ailleurs la quintessence de la gravité, ils ont été envoyés immédiatement à l'hôpital chino-guinéen. Et au moment où je vous parle, il y a un de l'hôpital chino-guinéen qui a été envoyé à la chirurgie dentaire de Dinasine. Il a été opéré hier. Il a eu une fracture complète de la mâchoire. C'est un militaire. Il avait une fracture zygomatique et une fracture parasymphysaire. Il a été opéré chez nous ici. On a fait l'ossosynthèse, veut dire on a ouvert, on a mis les vérins. Donc le malade a un traitement. Le traitement c'est pas facile puisqu'il ne peut pas manger. Il n'aura que les repas liquidiens.
Donc à partir du yaourt, le lait, les bouillons, c'est ce que nos malades prennent pour 45 jours. Ces gendarmes blessés bénéficient d'une prise en charge sanitaire effective et d'une assistance de la hiérarchie. C'est quand nous étions partis pour intervenir au niveau de lavage. Après nos interventions, on a eu quelques minutes, on nous a demandé de se replier. C'est lors du repli qu'un caillou est venu heurter sur mon visage. Au cours de ces dernières années, plusieurs agents des forces de sécurité ont été blessés et d'autres ont perdu la vie dans le maintien de l'ordre public. En dépit de cet état de fait, les forces de sécurité restent déterminées à accomplir leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Un mot de justice dans ce journal. Le corps du petit Gona Emmanuel Yamalo, enfin restitué à ses parents. Son assassinat remonte à mars dernier à Lansana Barrage, au terme d'une procédure judiciaire qui a abouti à l'inculpation de l'assassin présumé par la justice. Les parents de la victime semblent rassurés. Ils ont enfin pu inhumer leur enfant qui a rejoint sa dernière demeure vendredi, 8 mois après son meurtre. Tierno Younoussaba. Le petit Gono Emmanuel Yamalo dit Junior s'apprêtait à fêter ses 8 ans, un rêve qui malheureusement ne se réalisera jamais. C'est au cours des préparatifs de son anniversaire que le jeune est tombé dans les mains de ses bourreaux, un crime dit des rituels qui remonte à mars dernier à Lansana Barrage. 8 mois après les faits, le dossier évolue à la satisfaction des victimes. La procédure a suivi son cours normal. De la DPJ jusqu'au tribunal de première instance de Mafanko. Et puis il y a eu la phase d'instruction qui était au niveau du juge d'instruction, du doyen des juges d'instruction, qui a instruit le dossier. Et puis au jour d'aujourd'hui, il y a eu une ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Et le dossier est au niveau du parquet. Aujourd'hui, la famille de la victime fait son deuil. Après que la justice ait restitué le corps de Junior à ses parents à la morgue d'Ignasdine, c'est un moment de tristesse et de consternation. Il y a eu des arrestations. Déjà, c'est ce qui nous a encouragés à procéder à l'enterrement parce que nous nous sommes dit que tant que la procédure des enquêtes n'est pas éclaircie, tant que la procédure judiciaire n'est pas établie, nous aurons conservé le corps. Et puisque les chefs de l'État s'est impliqué avec son gouvernement, nous avons jugé nécessaire de présenter à l'Assemblée et nous restons reconnaissants à cela. Ça n'a pas été facile, mais avec la collaboration de mes collègues, de mes frères, de mes parents et tout le monde, ça m'a aidé quand même à surmonter cette épreuve. Ça n'a du tout pas été facile. Du côté judiciaire, bon, m'ont donné l'espoir que les choses vont marcher. C'est parce que le prévenu avait un avocat qui a démissionné, c'est ce qui a mis un peu de temps, mais qui sont à l'épreuve, à l'exercice. Je crois que le chef d'État même a su ce dossier, donc ils ont donné un peu de crédit à ces dossiers. C'est ce qui est un peu réconfortant. Vous voyez, le dernier au moins, on ne suis pas seul, on est tout ce monde que vous voyez. Quand même, ça ne peut pas remplacer l'enfant, mais quand même, ça peut te donner un espoir au moins pour que il y a beaucoup de personnes qui ont combattu avec toi pendant cette épreuve-là. En attendant l'ouverture des audiences dans cette affaire d'assassinat, l'auteur de ce crime est en détention à la maison centrale de Conakry. Pendant ce temps, Junior lui rejoint sa dernière demeure au cimetière de Lansana Barrage après les hommages des parents, amis et alliés. Rubrique 1,60 de l'indépendance de la Guinée. L'on vous parle ce soir du patrimoine forestier guinéen, grand pays forestier de la période coloniale aux 3 premières décennies de l'indépendance. La Guinée est de nos jours menacée par l'avancée du Sahel. Les forêts humides ont presque toutes disparu. Les espaces verts sont non seulement de moins en moins rares, mais surtout le potentiel forestier hérité de la colonisation est aujourd'hui divisé par 10. Que reste-t-il réellement de ce patrimoine et quelles sont les grandes politiques engagées pour la protection de nos forêts? Élément de réponse dans ce grand format signé Mamad Alpha Baldé. Avec plus de 10 millions d'hectares de forêt avant l'indépendance, une bonne partie du territoire guinéen était couverte en forêt dense et humide.
60 ans après, ce potentiel est tombé à moins d'1 million d'hectares. Le pays comptait environ 145 forêts classées entièrement protégées contre 185 aujourd'hui, mais presque toutes menacées par la pression humaine. Les documents existants disent que dans les années 60, la Guinée avait comme patrimoine forestier près de 13 millions d'hectares. Ces 13 millions d'hectares étaient repartis comme suit. Dans la zone sud du pays, la forêt dense humide, c'est les forêts de Djéré, les forêts de Ziama et les Monima, il y avait 1 400 000 hectares. Au niveau de la zone côtière, où se trouve la forêt de mangrove, on estimait à 350 000 hectares dans les années 60. Et nous avons aussi d'autres aires. La Guinée avait 162 forêts classées. Au fil des années, peu de politiques visant à contrer le recul du couvert végétal ont porté fruit. Les programmes de plantation de rues et la loi FRIA, par exemple, ont été abandonnés. La Première République, il y avait des dispositions, il y avait de la rigueur. En tout, il y avait des dispositions. On disait, la loi FRIA disait que en cas de naissance, en cas de mariage, les couples doivent planter des arbres. Et ça, c'était obligatoire. Quand tu mets un enfant au monde, tu dois planter un arbre et le suivre jusqu'à un certain moment. Cela a permis de reboiser beaucoup de nos domaines urbains. Si vous prenez Conakry, par exemple, la cour de l'université Gamal, c'était rempli de mangueraie, c'était fait dans ce cadre-là. Vous allez à Faban, derrière l'aéroport, il y avait une grande mangueraie qui était là-bas. Tout ça, c'était en faveur de cette loi FRIA. Malheureusement, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui se sont servies de cette loi FRIA. Il y a une dame du Kenya qui a utilisé cette loi FRIA. Elle a expérimenté dans son pays, elle a eu un prix Nobel, un prix de sauvegarde, tandis que nous, Guinéens qui avons initié, nous l'avons abandonné. Pendant cette période, il y a eu des actions de reboisement qui ont consisté notamment au sein des populations, au classement ou à la réalisation de plantations forestières ou fruitières. Certains vestiges de ces périmètres sont encore visibles dans certaines de nos communautés. Pendant la Deuxième République, avec l'avènement du pluralisme politique et de l'économie libérale, à cette époque donc les collectivités prenant en charge leur destinée, ces collectivités ont pu réaliser, en plus de ce qui existait déjà dans le domaine forestier classé, beaucoup de domaines communautaires. Des chiffres non actualisés du département de l'environnement estiment à plus de 24 000 hectares le taux de recul des forêts par an. Les feux de brousse, l'agriculture sur brûlis, la coupe abusive du bois, l'exploitation minière et la pression démographique sont considérés comme principales causes de dégradation des forêts et du manque d'espace vert dans nos villes. Comme vous le savez, nous sommes dans un système d'agriculture traditionnel qui fait que, après chaque 2 ans de mise à culture, le paysan est obligé de se déplacer pour aller conquérir de nouvelles surfaces forestières, ce qui fait donc qu'il y a défrichement, il y a emblavement, et on récupère ces nouvelles surfaces qui ont une fertilité assez relative, et ces terres sont encore abandonnées pendant 2 ou 3 ans. De l'autre côté aussi, il y a cette exploitation anarchique sur le plan minier. Aujourd'hui, le corps des conservateurs est réveillé et un nouveau code forestier est élaboré pour répondre plus efficacement aux défis de l'heure. Cependant, les résultats sur le terrain sont encore mitigés. Au lendemain de l'indépendance, c'était une promesse. Au niveau de l'indépendance, les gardes forestiers ont été démobilisés. Parce que c'est au temps colonial, il y avait les gardes forestiers qui veillaient sur les coupes de bois, sur les feux de brousse. Donc il y avait cette mesure-là qui pesait sur nos gens. Quand il y a le feu dans un coin, toute la communauté se trouvait interpellée. On devrait identifier la personne, sinon une sanction était prise contre la communauté. Avant, les gens exploitaient nos écosystèmes pour satisfaire leurs besoins. Il arrive des fois sur le terrain, les populations dénoncent que ce sont ces mêmes éco-gardes-là
qui sont à la base, qui font des deals avec des coupeurs de bois pour essayer de couper et avoir une partie de la rançon. Dans le cadre du plan national de développement économique et social, il y a un pilier qui a été spécialement dédié aux ressources naturelles. Il s'agit du développement durable du capital naturel qui doit consister en l'appui non seulement à la gestion durable des ressources forestières naturelles et celles qui ont été classées, mais aussi à l'accompagnement des communautés. Selon le code forestier, les collectivités peuvent se doter de domaines forestiers. Il en est même du domaine privé, c'est-à-dire qu'un privé peut se doter d'un domaine forestier et le domaine qu'on appelle non classé rejoint le patrimoine national, au point qu'il n'y a pas un espace forestier national qui échappe à l'un de ces domaines. De par son statut de poumon écologique de la sous-région avec Ziama, 119 000 hectares, l'une des plus grandes forêts classées du continent, la Guinée joue un rôle central dans l'équilibre climatique de la sous-région. De nombreux fleuves comme le Niger qui traverse 9 pays et dont les eaux souterraines partent jusqu'en Afrique de l'Est prennent leur source en Guinée. Avec la disparition accélérée des ressources naturelles, beaucoup s'inquiètent de l'avenir climatique de la sous-région. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous.